Donc maintenant, c'est l'heure de la conclusion de cette première partie des rencontres nationales de la réduction des risques. Et je vais revenir sur finalement cette question que la France est en guerre, effectivement. Elle est en guerre contre la drogue. Pour nous, en tout cas, c'est une évidence et on a essayé de vous le démontrer tout au long de cet après-midi. Nous comptons les prisonniers, nous comptons les morts, du sida à une époque, de l'hépatite C aujourd'hui, des overdoses toujours, mais aussi de la violence et des règlements de compte dans les quartiers. C'est une sale guerre qui met en péril notre socle républicain, dont parlait Olivier. En effet, le vivre ensemble paraît bien fragile aujourd'hui. Les Français sont divisés, ligués les uns contre les autres. Il y aura des bons citoyens à qui l'on promet un monde sans drogue, les drogués, victimes ou criminels, parfois considérés comme malades, mais toujours sous-citoyens, irresponsables. Les dealers et trafiquants méchants, qui sont les plus souvent des Noirs et des Arabes, comme disait Éric Zemmour. Est-ce que vous y croyez? Moi, non. La police judiciaire a supplanté la police administrative. C'est la politique du chiffre qui prime. C'est ce que nous a expliqué Serge de Supersac tout à l'heure. La police doit trouver des affaires et les résoudre pour montrer qu'elle est en action, qu'elle travaille et lutte contre le crime. Mais qu'en est-il vraiment de la paix publique et de la tranquillité? On ne peut pas dire que ce soit un succès. Les gens ont peur, et même de plus en plus peur. C'est ainsi que les politiques en viennent à faire appel aux armes dans les quartiers, les CRS à Sevran, on s'en souvient, ou l'armée dans les quartiers nord à Marseille. N'y aurait-il pas erreur sur l'analyse de la situation? La violence est exacerbée par la pression policière, et c'est elle qui crée un climat d'insécurité. De plus, elle ne supprime en rien l'usage et le trafic. Après une descente policière, réalisée en fanfare pour être plus démonstrative, il suffit d'aller à la gare du Nord, les trafics reprennent à peine 2 jours plus tard. C'est ce qui s'est passé à Lomière. Excusez-moi, je parle tout le temps de gare du Nord, mais c'est ce que je connais le mieux. Mais c'est partout pareil. Et puis, cette pression policière apparaît discriminatoire. On l'a évoqué. La France le nie encore en prétextant que nous sommes tous égaux dans notre chère République. Les statistiques ethniques sont malvenues. Or, plusieurs pays ont démontré que l'application des lois anti-drogue affecte les minorités de manière disproportionnée. Aux États-Unis, les Afro-Américains constituent 13% de la population, et pourtant, ils comptent pour 33,6% des arrestations liées aux drogues et 37% des personnes incarcérées pour des condamnations liées aux drogues. Des disparités raciales similaires ont été observées ailleurs, y compris au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Pourquoi en serait-il autrement en France? Visitez nos prisons et posez-vous la question. Je vous le disais, notre socle républicain est ébranlé. L'un des piliers de ce socle, notre système de sécurité sociale, est en danger. C'est ce que disait Olivier tout à l'heure. Je ne parle pas des difficultés financières structurelles de ce système, mais bien d'une situation nouvelle, générée par une des conséquences de cette guerre aux drogues, le poids insupportable du coût des nouveaux traitements de l'hépatite C. Et ce n'est pas la drogue qui diffuse le virus, mais bien la prohibition. Plus d'un usager sur 2 est contaminé. Or, si les personnes atteintes de l'hépatite C et qui nécessitent un traitement immédiat étaient mises sous traitement aujourd'hui avec le sofosbuvir, la molécule de Gilead, le coût de cette seule molécule serait alors légèrement supérieur au budget de la PHP pour 2014. C'est un problème, effectivement. Pour le moment, les personnes sont triées, il y a des privilégiés, ceux qui consomment encore des drogues sont rarement les élus. La politique de l'autruche ne tiendra pas longtemps, la situation est grave, il faut en tirer les conséquences et changer de stratégie, en finir avec la guerre à la drogue. Vous allez me dire comment? Voici nos propositions. La décriminalisation ne requiert aucune modification des traités actuels de l'ONU en matière de drogue, qui en tant que tels ne prévoient pas de délits et crimes pour les usagers de drogue. Elle peut être mise en œuvre sans délai et sans répercussion sur les lois internationales. Alors, pourquoi attendre? Les indicateurs d'évaluation de l'efficacité des politiques en matière de drogue doivent être modifiés. Distinguer les dommages découlant de l'usage de drogue des dommages découlant des politiques répressives. Le nombre de saisies et leur contenu, ou le niveau des consommations, ne sont pas des indicateurs justes et efficaces. Ce sont les risques, les préjudices pour la société, qui doivent être réduits et non les consommations. Les forces répressives coûtent cher, des milliards d'euros. Elles doivent être redéployées
pour être utilisés à bon escient. Dans un contexte de crise durable des pays du Nord, qui a pour conséquence une diminution des ressources publiques destinées à financer les politiques publiques et toutes les politiques publiques, que ce soit l'éducation, la cohésion sociale, comme le disait Olivier tout à l'heure, le poids financier de la guerre aux drogues augmente la tension sur les fonds publics. Il faut aussi rééquilibrer les fonds et favoriser davantage les programmes de promotion de la santé, de réduction des risques et de soins. Je le rappelle, l'accès à la réduction des risques n'est pas encore effectif sur tout le territoire. Certains départements n'ont toujours pas de CARUD. Il est encore trop difficile de trouver des seringues quand on en a besoin. Ce n'est pas acceptable quand on connaît le coût d'un traitement de l'hépatite C et le coût de ces politiques répressives inefficaces. La RDR, elle, est coût efficace. Les Australiens, qui sont bien plus avancés que nous en matière de recherche, ont su montrer que $1 investi dans les programmes d'échange de seringues permettait de rapporter 27 $ en termes d'économie dans les dépenses de santé et de richesse créées par des usagers réinscrits dans le système légal. Il faut aussi modifier les représentations de la société sur les drogues. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre les drogues, bien au contraire, il faut dépasser les clichés. Les drogues sont prohibées car elles sont dangereuses, c'est faux, c'est ce que nous vient de nous expliquer François-Xavier Dudouet. Les drogues ont été réglementées pour faciliter la répartition de parts de marché entre quelques producteurs dont la liste n'a pas changé depuis 40 ans. Donc, je les répète, mais on les a déjà évoqués tout à l'heure, les États-Unis, la France, l'Angleterre et l'Australie en particulier. La classification n'est pas définie en fonction de la dangerosité des drogues, mais en fonction du devenir commercial des substances. Nous ne nions pas qu'il soit nécessaire de réguler ces substances parce qu'elles peuvent être à risque, mais il faut le faire justement, dignement. Un monde sans risque n'existe pas. La légalisation entraîne l'augmentation des consommations, c'est faux. Niveau de répression et niveau de consommation ne sont pas corrélés, c'est surtout une question d'éducation. La France a actuellement un des systèmes les plus répressifs d'Europe en matière de stupéfiants, et pourtant un des niveaux de consommation les plus élevés. 8,4% des personnes en France consomment du cannabis. A contrario, le Portugal a su maîtriser le nombre des consommateurs de cannabis, et en particulier des primo-consommateurs, malgré ou plutôt grâce à la dépénalisation. Seulement 2,7% de la population au Portugal consomme du cannabis. La légalisation signifie de donner librement accès aux drogues. C'est faux. Quelque part, ces drogues circulent déjà. Mais les règles actuelles sont définies par les gros trafiquants et les dealers. Il n'est pas besoin de rappeler le potentiel criminogène et délétère de ces règles mafieuses. Réguler le marché des drogues, c'est reprendre le contrôle et améliorer la sécurité. Nous pouvons également enrichir notre réflexion des expériences de l'alcool et du tabac. Au final, ni prohibition à outrance, ni libéralisation et lobby des industriels producteurs. En fait, il s'agit de trouver un juste équilibre entre ces deux extrêmes. Le vocabulaire utilisé pour parler des drogues doit être également changé. Parler du problème de la drogue n'a pas de sens, il ne fait que renforcer les fantasmes. Nous l'avons aussi évoqué précédemment. Il faut aussi sortir de la terminologie habituelle du débat sur les drogues, dépénalisation, légalisation, abrogation de la loi de 70. Nous devons inventer de nouveaux termes. Les termes actuels sont marqués, connotés et ne nous permettent pas d'expliciter nos idées. On ne veut pas être cantonné sur des cases prédéfinies par d'autres. Nous ne devons pas nous laisser enfermer dans un discours. Une autre politique des drogues passe par un nouveau cadre légal et réglementaire. Voilà ce que doivent être les termes du débat. Car oui, nous voulons réfléchir à une autre politique des drogues, mais aussi aux conséquences légales, réglementaires et fiscales de ces nouvelles politiques. La solution n'est certainement pas simple ni évidente. Pour autant, nous ne pouvons pas nous satisfaire du système actuel, alors même que nous savons qu'il est non seulement inefficace, mais aussi contre-productif. Seules les expérimentations permettront de savoir ce qui fonctionne. Tout est ouvert, nous savons juste qu'il faut que ça change, nous sommes prêts à y travailler. Il est clair que ce combat est ardu, nous en avons conscience, les politiques ne peuvent pas ou ne veulent pas faire bouger les lignes. À l'époque du gouvernement Jospin, Nicole Mastracci considérait que le changement de loi n'était pas prioritaire et trop complexe. Aujourd'hui, les politiques se gargarisent d'une politique dite équilibrée, articulée autour du continuum, réduction de l'offre, réduction de la demande. D'autres mettent en avant la nécessité de maintenir la symbolique de l'interdit, même si l'interdit ne fonctionne pas. Et finalement, la crainte d'être traité de laxiste continue de paralyser. C'est donc à la société civile d'y aller et de porter le débat. Et la société civile, c'est vous, c'est nous, et nous ne sommes pas seuls.
D'autres sociétés civiles se mobilisent, surtout dans les Amériques. Cette mobilisation de la société civile a joué un rôle crucial pour amener des décideurs politiques à bouger les lignes. Qu'il s'agisse des référendums sur la commercialisation du cannabis dans les États du Colorado et de Washington aux États-Unis, ou de l'Uruguay en Amérique du Sud. Nourris par cette mobilisation, les gouvernements du continent américain ont franchi un cap, symbolisé par le rapport réalisé au sein de l'Organisation des États américains, le Scenarios for the Drug Problem in the Americas. Il est téléchargeable sur le site, en anglais malheureusement, mais très intéressant. Ce travail présente différents scénarios d'évolution sur la manière dont sont traitées les drogues. Tous les scénarios présentés restent envisageables. Tout dépend des choix politiques qui seront retenus et de la survenue de certains événements. Ce rapport a pour objectif de lancer la réflexion sur la manière dont les drogues pourraient désormais être gérées. Nous aussi, en France, nous pouvons le faire. Nous pouvons pousser le débat là où il n'existe pas. Et d'ailleurs, nous l'avons déjà fait. En effet, la réduction des risques est née d'une mobilisation de la société civile, limiter la casse en 1993. Cette mobilisation, reprise, amplifiée, disséminée, a fini par aboutir à l'inscription de la réduction des risques dans la loi de santé publique il y a tout juste 10 ans, 2014, 2004, c'est un bel anniversaire. Nous avons ici une preuve tangible que nous savons mobiliser et être efficaces. Si la décade 1993-2004 est une belle histoire de mobilisation de la société civile, nous savons aussi que nous arrivons aux limites du paradoxe sanitaire dans lequel s'inscrit la réduction des risques. Tant dans les dispositifs existants que dans les innovations. Il suffit de voir ce qu'il se passe pour la salle de consommation et l'avis du Conseil d'État rendu en octobre 2013. Nous sommes bloqués par la contradiction entre la loi de santé publique et la loi répressive, qui nourrit elle-même une approche sécuritaire. Une nouvelle étape est donc nécessaire. L'actualité du moment nous le démontre. Alors du moment au plus ancienne, puisqu'effectivement, j'évoque Nice et le fait que le maire a contraint le CARUD entr'acte à fermer son lieu d'accueil. Il invite le CARUD à s'installer ailleurs qu'en centre-ville, là où sont pourtant les usagers. À Paris, la préfecture tente de nettoyer le quartier de Gare du Nord. Les flics photographient désormais les usagers de drogue avec leur carte d'identité à côté, donc créent un fichier, ce qui est tout à fait illégal, et demandent au CARUD de Gaïa ou au CARUD de Charonne de garer leur bus ailleurs ou plus loin. Ils n'ont toujours pas compris que nous suivons les usagers et non l'inverse. Et un peu partout, les intervenants ont sans cesse la nécessité de se justifier face aux riverains, face aux politiques locales, face aux forces de l'ordre. La réduction des risques dérange. Nous sommes encore accusés d'inciter, de faciliter, voire d'organiser la consommation. Certains flics de Gare du Nord pensaient que les kits base contenaient des boulettes de crack. C'est véridique, il suffit de demander à Gaïa, ils vous le raconteront, c'est hallucinant. Il est donc temps de se mobiliser et de constituer les troupes françaises qui feront bouger la France pour rejoindre les forces en faveur d'une autre politique des drogues, pour en finir avec la guerre à la drogue. Car un mouvement mondial est en marche, qui va vers la réforme, avec en perspective une session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies, le fameux UNGAS en juin 2016, qui sera consacré à la politique internationale de contrôle des drogues. On en reparlera mercredi matin avec Marine Augier de l'IDPC. Ce mouvement est en marche et ne s'arrêtera pas, il s'imposera à la France. D'ailleurs, nous aimerions bien savoir quelles seront la position et le rôle de la France dans la prochaine UNGAS. Quelle sera la place donnée à la société civile française? Aujourd'hui, nous demandons à rencontrer les politiques pour travailler sur ces sujets. Je le répète, nous sommes prêts à travailler. Rassemblons-nous et faisons entendre notre voix. Et en tant que présidente de l'AFR, je compte sur vous. Je vous remercie.